Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je représente le défenseur des droits et j'ai la délicate mission de venir vous parler du cadre juridique, d'obligations, de responsabilités, de sanctions. Voilà, donc petite charge mentale quand on vient parler au MEDEF de ce genre de sujet. En tout cas, je remercie le MEDEF effectivement d'avoir organisé cette journée et d'avoir invité le défenseur des droits. En deux mots, le défenseur des droits, pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien, c'est l'organisme indépendant qui est chargé de la lutte contre les discriminations, notamment. Et à ce titre, nous sommes amenés à traiter des situations de discrimination liées au sexe. Donc les inégalités de rémunération, on les connaît bien, et aussi de situations de harcèlement sexuel. Donc aujourd'hui, moi, mon propos, il va plutôt être autour du cadre juridique qui entoure le harcèlement sexuel, qui a été aussi étendu aux agissements sexistes, et en définissant bien la notion de harcèlement sexuel et les responsabilités qui vont avec, on peut mieux comprendre en fait le cadre juridique global qui s'applique à l'ensemble de ces violences sexistes et sexuelles au travail. Alors, voilà, on les a pas mal évoqués ce matin déjà. Le sexisme, on a dit, hein, c'est une des premières violences sexistes et sexuelles qui peut exister dans la sphère sociale. On a dit aussi que quand il était banalisé, il constitue un terreau propice au développement d'agissements plus graves, à la libération des agissements plus graves que sont le harcèlement, les injures, les agressions verbales, physiques, sexuelles, le harcèlement évidemment. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a tout un panorama de violences sexistes et sexuelles qui sont interdites par la loi. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on a vraiment un cadre juridique qui nomme chaque situation, qui la définit et qui la sanctionne. Donc ce cadre juridique, il est prévu par le droit pénal, par le Code du travail, et il est très complet. Alors, je vais donc vous montrer la définition du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est une notion qui a beaucoup évolué, notamment sous l'influence du droit européen, et qui a évolué depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, on a une notion qui couvre un grand nombre de situations. Donc, elle est définie de deux manières. D'une part, le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée. Donc là, on a la définition qui est basée sur la notion de répétition des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui est un ajout récent dans le Code pénal, qui ont pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, à la dignité de la personne, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Je vais déjà développer un peu cette définition et on verra ensuite qu'il y a une définition basée sur une situation, un agissement non répété, et que c'est sur cette notion d'agissement unique non répété qu'il peut y avoir peut-être plus de difficultés à qualifier juridiquement la situation. Alors, dans sa forme répétée, le harcèlement sexuel, il prend des formes telles que verbales, écrites, des contacts physiques. Ça, je vais aussi vous faire la distinction avec l'agression sexuelle. Donc, le harcèlement sexuel, il peut être verbal. Ça va être les plaisanteries obscènes, ça va être les compliments appuyés sur la tenue vestimentaire, ou les critiques, bien sûr, les questions intrusives, ou les confidences sur la vie sexuelle de la personne, des remarques, des dénigrements sur le conjoint ou la conjointe de la personne harcelée. Donc ça peut prendre une forme de propos verbaux quotidiens, réguliers. Et ces agissements, ils peuvent aussi s'exprimer par écrit, par SMS, par lettre, par mail, ou à travers des supports visuels. Donc, par exemple, montrer des images ou des vidéos à caractère pornographique, érotique, qui sont laissés à la vue de la personne depuis l'ordinateur ou directement montrés, sans que cela soit, tout ça en étant subi par cette personne. Le harcèlement sexuel, il peut aussi se traduire par des signes non verbaux, des attitudes à connotation sexuelle, comme le fait de dévisager ou de détailler avec insistance le physique de la personne, la siffler, mimer un acte sexuel,
rechercher une promiscuité physique, volonté d'embrasser systématiquement à titre de salut, par exemple, ou empêcher physiquement la personne de sortir d'une pièce, voilà, bloquer les issues. Et il peut également se traduire par des contacts physiques non constitutifs d'agression sexuelle, sous couvert de gestes anodins, désintéressés, bienveillants, accidentels. Le harcèlement sexuel, ça peut être poser la main sur l'épaule, sur le bras, toucher les cheveux, les vêtements, les jambes qui se frôlent, etc. L'agression sexuelle, pour commencer déjà, enfin pour en parler, l'agression sexuelle, c'est un contact physique subi par une personne, donc non désiré, qui vient toucher une partie à connotation sexuelle. Donc ça va être le sexe, les fesses, la poitrine, la bouche ou les cuisses. Voilà. Donc ça, c'est un contact physique non désiré par violence, menace, contrainte ou surprise sur une partie à connotation sexuelle. Là, donc, la fessée à la photocopieuse le matin, c'est une agression sexuelle. Voilà. Hein, on est déjà au-delà du harcèlement sexuel. Donc avec des sanctions plus graves et un acte unique, évidemment, est suffisant. Voilà pour la définition globale des agissements à connotation sexuelle qui peuvent constituer un harcèlement sexuel. Il y a des choses qui sont indifférentes. Par exemple, le fait que les agissements aient lieu en dehors des heures de travail. Recevoir des SMS à connotation sexuelle non désirés le soir après le travail, c'est du harcèlement sexuel. Si ces agissements ont lieu dans le cadre d'une soirée organisée après le travail, ça peut aussi relever du harcèlement sexuel. Peu importe aussi l'auteur, parce que pendant longtemps, le harcèlement sexuel, c'était le fait du supérieur hiérarchique. Aujourd'hui, l'auteur du harcèlement sexuel, ça peut être un collègue, ça peut être un client, un prestataire, donc une acception très large. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se concentre sur les effets subis par la victime. Ça a été bien dit ce matin, on s'intéresse à ce que subit la personne, ce qu'elle subit dans sa dignité, sa vision personnelle de ce qu'est un environnement hostile, offensant, intimidant, de ce qu'elle subit. Et donc, c'est notamment comme ça qu'on a fait reconnaître récemment la notion aussi de harcèlement sexuel d'ambiance, d'harcèlement sexuel environnemental. C'est-à-dire qu'une femme, là c'était une journaliste qui évoluait dans un open space où au quotidien on avait des blagues à connotation sexuelle. Jeudi c'est sodomie. On avait des images à caractère pornographique, des vidéos. Voilà, elle baignait dans cette ambiance et elle était la seule à ne pas le supporter. Ça l'a rendue malade. Le juge a dit, et le défenseur des droits avait présenté ses observations dans le cadre de ce contentieux, le juge a dit c'est un harcèlement sexuel même si elle est la seule à en subir les effets. Donc ça n'a pas à avoir lieu dans un contexte professionnel. Voilà, donc effectivement, tout le monde n'a pas la même perception de ce qui relève du harcèlement. Pour entrer maintenant sur la définition du harcèlement en termes de s'il y a un seul agissement. Alors la loi nous dit, dans le code pénal et dans le code du travail, aussi, ça s'applique aussi aux fonctionnaires, même si vous n'êtes pas concernés aujourd'hui, la loi nous dit est assimilé au harcèlement sexuel le fait même non répété d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc ici, on a la pression grave, c'est le chantage. Tu auras un CDI si tu es très gentil avec moi. Voilà, on est vraiment dans un acte unique qui suffit à caractériser un harcèlement sexuel. Alors ici, je vous ai mis la panoplie aussi des définitions juridiques qui peuvent qui sont interdites, les agissements qui sont interdits lorsqu'ils se commettent même une seule fois. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs définitions. Le harcèlement sexuel, ça peut être un acte unique sous forme de pression grave. Ça peut aussi être tout agissement en lien avec un critère de discrimination, donc le sexe, et à connotation sexuelle subi par une personne. Et voilà. Et on retrouve en fait la loi de 2008, la loi du 27 mai 2008, permet de prendre en compte
un agissement unique particulièrement grave à connotation sexuelle. Et on a une jurisprudence donc, de 2017 de la Cour de cassation qui affirme qu'un agissement unique peut caractériser un harcèlement sexuel. Dans cette situation, c'était une jeune salariée qui, dans le cadre d'un déplacement professionnel, s'était vue proposée par le président de l'association dont elle faisait partie. Elle avait pris des coups de soleil et donc il lui avait conseillé de dormir avec lui dans sa chambre, ce qui permettrait de lui faire du bien. Un acte unique. Pas vraiment de pression grave, vous voyez. Donc la Cour de cassation élargit aussi l'interprétation de la notion de harcèlement sexuel. Donc on est vraiment sur voilà, maintenant un cadre juridique qui permet d'englober très largement toutes les situations à connotation sexuelle. Je vous ai remis effectivement la définition de l'agression sexuelle également. Ce qui est important, c'est aussi de voir qu'il y a des sanctions pénales qui sont encourues pour ce type de comportement, de l'outrage sexiste avec une amende. Le harcèlement sexuel, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'agression sexuelle, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors, les formes nouvelles de harcèlement sexuel, voilà, je vous ai parlé du harcèlement sexuel d'ambiance et aussi il est important de signaler une avancée récente concernant la répétition qui peut être le fait de différents auteurs, notamment en cas de cyberharcèlement. Ce qui compte, c'est que la victime ait subi une répétition d'agissement sexuel. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle est la responsabilité de l'employeur face à ce type d'agissement. Donc je vous ai dit, ces différents agissements, ils font l'objet d'une sanction pénale, graduée en fonction effectivement de la nature, de la gravité, de la fréquence des agissements subis. La victime peut donc rechercher la responsabilité pénale de l'auteur de ces agissements. Ce qu'on constate encore aujourd'hui en matière de harcèlement sexuel, c'est qu'il y a peu de démarches des victimes, peu de condamnations, peu de poursuites. Donc en fait, la réponse pénale, aujourd'hui, n'est pas encore totalement satisfaisante. Donc, quand le harcèlement sexuel a lieu dans un cadre professionnel, la victime peut aussi, au civil, devant le Conseil de prud'homme, rechercher la responsabilité de son employeur. Dans ce cas-là, elle va devoir donc prouver le harcèlement sexuel et lorsqu'on n'est pas dans un cadre pénal, donc quand on est dans un contentieux civil, administratif devant le Conseil de prud'homme, la victime va bénéficier, comme en matière de discrimination, d'un aménagement de la charge de la preuve, ce qui va faciliter en fait la reconnaissance juridique du harcèlement sexuel. Donc cet aménagement de la charge de la preuve, il consiste pour le ou la salariée à présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel, comme en matière de discrimination. Il y a eu un changement sémantique en 2016 où on était sur le ou la salariée établit des éléments de fait. Aujourd'hui, on est sur présente des éléments de fait. Donc en fait, elle doit vraiment élaborer surtout une chronologie de faits détaillés, précis, cohérents, qui laisse présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Alors évidemment, si le faisceau d'indices est corroboré par des témoignages directs ou indirects ou d'autres types de preuves, c'est toujours mieux. Mais c'est important de voir que le droit permet qu'à partir d'un simple faisceau d'indices, la charge de la preuve bascule sur l'employeur. Donc c'est à l'employeur de démontrer l'absence de harcèlement sexuel, soit en contestant l'existence même des faits, donc en démontrant que les faits invoqués n'ont pas eu lieu, soit en démontrant qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel. Donc on va être soit sur la matérialité des faits, soit sur leur qualification juridique. Et si le harcèlement sexuel est reconnu, la responsabilité de l'employeur peut être engagée, sauf s'il démontre qu'il a rempli son obligation de sécurité. Voilà, donc on est sur l'obligation de sécurité qui va en fait permettre à l'employeur de se dégager de sa responsabilité, mais là aussi, il va devoir démontrer qu'il a réalisé beaucoup d'actions permettant d'éviter la survenance du harcèlement sexuel et de le faire cesser lorsqu'il s'est produit.
Je voudrais aussi insister sur le fait que, quand bien même le harcèlement sexuel ne serait pas reconnu par le juge, il y a des situations où la personne qui a dénoncé le harcèlement sexuel a été derrière sanctionnée pour, soi-disant, dénonciation de mauvaise foi. Donc elle peut avoir été licenciée, etc. Si l'entreprise n'est pas en capacité de démontrer la mauvaise foi de la personne dans cette dénonciation, c'est une mesure de représailles. C'est interdit et c'est également sanctionné par les mêmes sanctions que tout ce qui touche à la discrimination et au harcèlement sexuel, c'est-à-dire la nullité de la décision. Donc nullité, réparation intégrale du préjudice et donc réintégration de la personne si elle a été licenciée. Donc je voulais vous donner notamment un exemple de condamnation qu'on a obtenue devant un conseil de prud'homme d'une salariée qui subissait quotidiennement, ponctuellement même je dirais, des images pornographiques de la part d'un collègue, des remarques sur sa tenue vestimentaire et des propos à connotation sexuelle. Elle a dénoncé les faits au service RH qui a ouvert une enquête, donc très bonne démarche, mais elle a subi de la part d'autres collègues des pressions et donc elle a fini par demander la clôture de l'enquête pour pouvoir repartir sur des bases plus sereines. Et finalement, elle a été licenciée pour avoir tenu des accusations mensongères. On a été saisi du dossier, donc on a mené une enquête, puisqu'on dispose de pouvoirs d'enquête assez importants qui nous permettent de demander la communication de tout type de pièces, d'informations, de documents, de faire des vérifications sur place, de procéder à des auditions de toutes les personnes mises en cause ou concernées par l'affaire. Et on a constaté que l'entreprise n'était pas en capacité de démontrer que les agissements étaient étrangers à du harcèlement sexuel et qu'elle n'établissait pas la mauvaise foi de la personne. Donc, nous avons présenté nos observations dans le conseil de prud'homme qui a prononcé la nullité du licenciement, qui a ordonné la réintégration de la personne avec une astreinte de 150 € par jour, l'indemnisation du préjudice économique, c'est-à-dire le versement des salaires du jour du licenciement au jour de sa réintégration. En l'espèce, c'était 2140 € bruts multipliés par le nombre de mois et on était à plusieurs années de procès, et une indemnisation pour le préjudice moral à hauteur de 13 000 €. L'entreprise a fait appel et a finalement accepté avant l'audience une transaction à hauteur de 90 000 €. Alors, pour éviter ce type de sanctions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place une obligation remplir son obligation de sécurité, donc d'une part une obligation de prévention. Alors il existe l'obligation de sécurité générale telle que vous la connaissez, prévue à l'article L4121-1 du Code du travail, qui est que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il existe aussi en complément des obligations spécifiques de prévention liées au harcèlement sexuel, qui sont ici regroupés. Donc, dans l'ensemble, il faut évaluer les risques, parce que le harcèlement sexuel, les agissements sexistes sont des risques professionnels. Donc, il faut évaluer les risques. Il faut informer les salariés, les stagiaires, les candidats sur la thématique du harcèlement sexuel avec la définition issue du code pénal, les voies de recours possibles, les coordonnées des services compétents, donc c'est-à-dire le médecin du travail ou les services de santé au travail, l'inspection du travail, le défenseur des droits, etc. et le référent quand il existe. Vous avez aussi l'obligation de mentionner les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes dans le règlement intérieur, obligation de désigner un référent et aussi d'élaborer une procédure interne de signalement et de traitement des faits de harcèlement sexuel tel qu'il est issu, cette obligation elle est issue de l'ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail. Plus largement, donc dans le cadre de l'obligation de sécurité, l'employeur doit planifier et organiser la prévention des risques professionnels et cette évaluation, elle peut se faire par exemple par rapport au contexte de travail. On a l'absence de mixité, la ségrégation verticale des emplois ou une hiérarchisation des tâches entre les femmes et les hommes. Ce sont des facteurs qui peuvent favoriser la survenance aussi des agissements sexistes ou à connotation sexuelle. Donc tout ça, c'est important de le diagnostiquer. Enfin, il faut mettre en place des actions de sensibilisation et de formation.
ça a été déjà dit. C'est une obligation prévue par la loi, donc il faut sensibiliser les salariés pour leur donner les clés pour identifier les situations de harcèlement sexuel et les acteurs qui sont susceptibles de les aider. Et il faut former les acteurs compétents pour prévenir et puis pour intervenir face à des situations de harcèlement sexuel, donc les membres du CSE ou ex-CHSCT, former les ressources humaines, le personnel encadrant, parce que toutes ces personnes sont des relais essentiels de la politique interne et puis pour identifier les situations. Alors, pourquoi c'est important de mettre en place toutes ces étapes, de mettre en place une politique globale de prévention des agissements sexistes et sexuels? Parce qu'on a un arrêt de la Cour de cassation dans une affaire où une salariée avait alerté sa direction et porté plainte contre un de ses collègues pour des faits de harcèlement sexuel. Elle a obtenu devant le Conseil de prud'homme la résiliation judiciaire de son contrat au tort exclusif de l'employeur. Et pour contester cette condamnation, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, qu'en fait il avait bien renseigné le règlement intérieur, il avait mis en place une procédure d'alerte et que quand la salariée l'avait informé de la situation, il avait dès le lendemain mis en place organisé une réunion extraordinaire du CHSCT, diligenté une enquête interne et pris la décision à l'issue de cette enquête de muter l'auteur du harcèlement sexuel. Donc en fait, il avait vraiment mis en place un grand nombre d'actions et avait été très réactif. Malgré cette argumentation, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond avaient eu raison de le condamner parce qu'en fait, même s'il a pris des mesures en vue de faire cesser ses agissements, il n'a pas pris toutes les mesures de prévention visées aux articles du Code du travail et notamment, il n'a pas mis en œuvre les actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement sexuel. Donc en fait, la politique de prévention, elle ne doit pas se limiter à de l'affichage du règlement intérieur et à l'existence d'une procédure d'alerte. C'est important de bien voir qu'aucune action n'est suffisante par elle-même. C'est vraiment une politique globale qui doit irriguer toute la politique de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Que doit-on faire quand on prévient et puis on réagit et on sanctionne? Donc pour réagir, alors une obligation c'est de faire cesser les agissements et donc pour ça, il faut prendre des mesures conservatoires, par exemple changer l'organisation du travail, changer la personne de bureau, changer ses horaires de travail, changer d'équipe. Il est important aussi de ne pas toujours se focaliser sur la victime, mais aussi ce qu'on peut faire sur l'auteur présumé du harcèlement sexuel. Et il faut mener une enquête impartiale, contradictoire, éventuellement avec l'appui d'un cabinet extérieur, pour favoriser la confidentialité et entendre toutes les personnes concernées, les victimes présumées, mises en cause, les collègues, la hiérarchie. Cette enquête doit permettre de déterminer la réalité des faits invoqués et la qualification juridique à donner à ces faits. Voilà, donc ça c'est vraiment être réactif quand on a une dénonciation, un signalement de harcèlement sexuel. Et à l'issue de cette enquête, il faut prendre des sanctions. L'employeur doit sanctionner l'auteur des faits de harcèlement sexuel. Trop souvent, ce qu'on voit dans nos dossiers, je vous l'ai dit, c'est la victime qui est sanctionnée, elle fait l'objet de mesures de représailles, c'est pas la personne coupable du harcèlement sexuel qui est sanctionnée. C'est important d'avoir en tête que la sanction disciplinaire n'est pas dépendante de la procédure pénale. Donc même s'il y a une procédure pénale qui est ouverte par la victime en parallèle, il n'y a pas d'obligation d'attendre la décision pénale pour prendre une sanction disciplinaire. Il n'y a pas de lien non plus. Ce n'est pas parce que le harcèlement sexuel n'est pas reconnu au pénal, par exemple, qu'il n'y a pas une sanction disciplinaire à prendre pour les faits reprochés dans cette situation. Et enfin, qu'est-ce qu'on prend comme sanction? Eh bien, la Cour de cassation rappelle depuis au moins 2002, donc depuis de nombreuses années, que le harcèlement sexuel constitue une faute grave, donc qui empêche le maintien de la personne dans l'entreprise. Voilà, donc en synthèse de tout ce cadre juridique, ce qui est important de retenir, c'est que la loi interdit tout type d'agissement sexiste ou sexuel, qu'il soit répété ou non, que le harcèlement sexuel il peut être constitué par une répétition d'agissements sexistes et ou sexuels ou par un seul agissement particulièrement grave, qu'il peut aussi être environnemental, il peut être le fait d'un seul ou de plusieurs auteurs,
et que pour l'éviter, l'employeur doit mettre en place une politique complète de prévention contre les agissements sexistes et sexuels et savoir réagir efficacement face à ces agissements dès qu'il en a connaissance, en protégeant la victime et en sanctionnant l'auteur. Je pense que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce cadre juridique ne doit pas être vu comme une contrainte, mais bien comme un levier d'amélioration de vos pratiques professionnelles et, de manière générale, du climat social. Je vous remercie. Merci beaucoup.